La fin de chez moi et mes ailes dans votre système restent en chimère. Bloqué, amis, famille, bloqué la jeunesse, bloqué la vie, du citoyen masqué. Ça donne du stress, les instants ne passent pas. L'un des raisons, marginalisé, la liberté menacée, année volée, paranoïa installée, forcé de rester chacun bloqué. Ce couvre-feu qui veut nous asphyxier. Tire-lire les sourires vidés, on veut tous en finir, revenir en arrière, sortir les bras ouverts. On veut notre santé, mais restant enfermé, le monde va se plier. On ne peut pas vivre que connecté. On nous met des bâtons dans les roues. On veut nous mettre force à genoux. Les gens de moins en moins de soins. On veut nous rendre fous. Sériculture de la rue bannie. Loi nouvelle virus anti-vie. Nous ne voulons pas être manipulés. Nous ne sommes pas jeunes et cons. Nos projets ne sont pas bons. Nous ne voulons pas être les proies de votre système sans foi. Nous, on aime. Et nous ne voulons pas devenir une espèce qu'on tient en laisse. Pas question de nous faire dominer dans un monde avec de moins en moins de liberté, sans nous laisser nos voix et nos choix personnels. Nous ne sommes plus nos maternelles. Ce que vous nous proposez, c'est l'agonie, loin de la vie et de la magie. Vous nous faites perdre notre énergie. Et puis vous voulez nous vacciner à tout prix. Quoi devoir vous suivre et dire oui. La jeunesse n'a plus confiance en vos manigances et vos restrictions. Qui ferment tous les horizons, qui ferment toutes les frontières. Tout ça ne va qu'en un sens. Les infos, c'est trop. Trop, c'est trop. La vérité doit éclater. Les peuples du monde entier ne peuvent plus respirer. Le climat passe à la trappe. La police frappe. Joli mauvais rôle. Ils ne peuvent plus être les gardiens de la paix. Pour leur ordonner, il n'y a pas de secret. Ça rend davantage la société folle. Fléau de pauvreté, fléau de profit. Là est grande la maladie. L'ordre mondial, sans scandale, est établi. Et les riches s'enrichissent. Les jeunes réfléchissent. De plus en plus, hésitent et recherchent un état la fluide sur tous les azimuts. Voile, burqa interdit. Le culte fermé, sans jeunesse fermée. Sans inscrit, je vous le dis. Mort de ce monde, vous façonnez à votre manière. Le sang devient la manière. Nous avons besoin de nous retrouver, de partager, et pas que sur les bancs d'école. Il n'y a pas qu'à l'école et ce contrôle qu'on veut prendre notre envol. Bas les masques et vos contradictions, et vos fausses libertés. Liberté d'expression. Nous aussi, on va vous mettre des barrières et nos conditions, car ras-le-bol. Perdu dans ma solitude, perdu dans ma bulle, obligé d'être en pensée. Je ne supporte plus ces fausses habitudes. J'ouvre la fenêtre de chez moi et mes ailes, par votre système, restent en chimère. Bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Voilà, donc bienvenue à ce premier webinaire consacré aux questions du bien-être, de la santé mentale et des situations de décrochage scolaire des jeunes en temps de Covid-19. Alors tout d'abord, nous souhaitons remercier Nisrine pour le travail qu'elle a accepté de nous partager aujourd'hui et que vous venez de découvrir. Alors ce projet, il a été réalisé dans le cadre d'un atelier RAP de l'AMO Le Cap à Verviers. Alors, avant de passer la parole à nos orateurs du jour, nous souhaitions introduire en quelques mots le contexte général dans lequel s'inscrit ce webinaire et plus spécifiquement sur la notion de décrochage scolaire. Alors, comme vous le savez certainement, de nombreux travaux se sont penchés sur cette question et ont montré que l'origine de la souffrance chez le jeune en décrochage est le plus souvent de nature multifactorielle. Alors, il y a plusieurs déterminants qui sont pointés pour expliquer le décrochage, qu'ils soient d'origine organisationnelle, structurelle, sociaux, familiaux, personnels ou contextuels.
Et évidemment, la situation que nous vivons actuellement en est un exemple particulièrement parlant. Alors l'ensemble de ces éléments, qu'ils soient associés ou isolés, peuvent avoir un impact sur le processus progressif de désengagement pour l'école. Il est évident que compte tenu de la complexité de cette problématique, les actions, qu'il s'agisse d'actions de prévention ou d'intervention, doivent mobiliser de façon globale et intégrée tous les acteurs de terrain autour du jeune et de sa famille. Alors on pense évidemment aux médecins, aux centres PMS, aux éducateurs, aux AMO, aux psychologues, etc. Alors c'est dans ce contexte qu'est né notre projet, le projet Ensemble, accrochons-nous. Alors ce projet, il est porté par les 3 plateformes enseignement aide à la jeunesse de Wiwarem, Verviers et Liège, les CLPS et des agents de liaison du réseau Réalisme, le réseau enfants-adolescents en province de Liège en santé mentale. Alors l'objectif de ce projet, eh bien, il vise non seulement à donner des informations sur les ressources existantes pour soutenir les jeunes en décrochage, mais aussi favoriser davantage la mise en réseau entre les partenaires de première et deuxième ligne. Alors vous le savez, nous vivons un contexte très particulier où le bien-être, la santé mentale et l'accrochage scolaire sont mis à mal. Il était donc essentiel pour nous d'informer, sensibiliser tous les acteurs autour du jeune et de sa famille et de pouvoir agir maintenant pour aider ces jeunes. Alors dans ce contexte, le groupe Ensemble accrochons-nous a décidé de programmer dans le courant des mois de mars et avril 3 webinaires sur la thématique du bien-être, de la santé mentale et de l'accrochage scolaire à destination des médecins, des acteurs en lien avec le milieu scolaire et bien évidemment des familles. Alors, nous inaugurons ce soir ce premier webinaire avec les médecins, avec plusieurs orateurs dont les fonctions respectives reflètent bien l'intersectorialité de notre projet. Je vais maintenant laisser la parole à Françoise Debouc, facilitatrice des plateformes enseignement et de la jeunesse, qui va vous présenter le programme de la soirée. Bonjour à vous, donc merci à Corinne Cattal, agent de liaison du réseau Réalisme. Voilà, bonjour à tous pour ce webinaire. La soirée va se passer en 3 étapes. Tout d'abord, on va un petit peu essayer de circonscrire la problématique du décrochage scolaire et pour ça, 2 orateurs vont nous donner leur point de vue, leur expérience. Donc, le docteur Lermillot, pédopsychiatre, et Marie-France Boileau, directrice du centre CPMS. Alors, ça, ce sera la première. Une fois qu'on aura pu un peu comprendre ce qu'on veut dire par adolescence bousculée par décrochage scolaire, il va être intéressant de pouvoir voir quels sont les intervenants qui peuvent vous soutenir pour l'accompagnement du jeune. Et donc, les intervenants tant généralistes que plus spécialistes par rapport à la santé mentale. La 3e partie de ce webinaire vous permettra de voir les différents outils qui ont été créés justement par ce groupe Ensemble accrochons-nous pour vous donner toutes les informations nécessaires dans votre environnement pour qui vous pouvez contacter et conseiller à vos patients. Alors, concrètement maintenant, nous ne sommes pas en présentiel, donc c'est des nouvelles habitudes. Donc, on va vous demander de couper votre micro, de couper votre caméra. Alors, par contre, comme il s'agit au départ d'un webinaire pour les médecins, vous êtes au courant que plusieurs fois sur la soirée, nous devons faire une capture d'écran de votre vidéo pour l'attestation, l'accréditation. Donc, je vous dirai par moment, voilà, à ce moment-ci, vous devez ouvrir votre caméra. Alors, les questions-réponses par rapport à toutes les informations que vous allez recevoir auront lieu évidemment à la fin de ces présentations et vous pourrez poser vos questions via le chat. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je laisse maintenant la parole au docteur Lermillot. Alors, docteur Lermillot, pédopsychiatre du réseau Réalisme. Bonjour, et je vais vous montrer ma tête. Me voici, me voilà. Alors, je vais de suite partager un écran, si ça veut bien fonctionner. Voici. Et puis, voilà, pour passer sur le diaporama. Donc, je suis pédopsychiatre dans le réseau Réalisme.
Le réseau Réalisme, c'est ce que le fédéral met en place depuis quelques années pour renforcer la santé mentale. Il s'agit d'une logique de santé mentale au sens large, c'est-à-dire de l'épanouissement. Et donc, c'est pour ça qu'on est concerné par toute la santé mentale dans la province et donc notamment ici la problématique du décrochage scolaire dans le cadre du Covid. Alors, en fait, on avait prévu au début de l'année, et même de l'année 2020, de vous faire une présentation autour du retrait scolaire anxieux, hein, toutes ces fameuses phobies qui certainement doivent vous embêter, avec les certificats, avec le fait de ne pas retourner à l'école, etc. Et puis, il y a eu le Covid, on n'a pas pu faire cet exposé, on se promet de vous le refaire, de vous le faire tout court, mais donc à la rentrée peut-être en octobre-novembre 21. Et du coup, on a donné l'accent sur la question immédiate du Covid et en quoi ça impacte ce qui se passe chez les enfants. Donc le retrait scolaire anxieux, c'est le titre qu'on met généralement actuellement pour la phobie. Et traditionnellement, il y avait des problèmes qui sont de deux ordres. C'est d'une part tout ce qui est la peur d'aller vers l'extérieur et le fameux harcèlement, avec c'est généralement un vécu de la part de la famille, un vécu de monde extérieur dont on doit se méfier ou qui pourrait être injuste, et puis parfois aussi un attrait pour l'intérieur, si on a un parent souffrant, si on a une problématique au domicile. Voilà ce qu'on rencontrait d'habitude. Et donc, ce dont on parlera éventuellement donc en fin d'année et donc en début d'année scolaire prochaine. Donc maintenant, on reprend la même question sur le fond. Attendez, là je suis parti dans le mauvais sens peut-être. Voilà. Alors, donc les réponses qui sont faites, on va vous les détailler. Et puis c'est ma vision de médecin, mais enfin, les réponses qui sont faites dans les problématiques classiques, c'est donc celles qui ne sont pas encore Covid, c'est les problèmes, on va faire des réponses au niveau des PMS, des services de médiation, de l'équipe mobile au niveau scolaire, des services d'accès scolaire, et puis quand on se rapproche plus de la santé mentale, de tout ce qui est les lieux d'accueil au milieu ouvert, ou bien la santé mentale en tant que telle, et notamment dans notre chambre, il y a la santé mentale de manière publique, hein, les services de santé mentale, éventuellement tout ce qui est planning, un service particulier qui est subsidié par la province de Liège, qui est nos Penado, et puis toute la dimension qui peut exister au-delà des hôpitaux dans le privé. Alors, nous en arrivons à notre fameux Covid, et voici maintenant, et c'est donc la seule dia, la dia principale, en tout cas la seule dia qui soit spécifique à notre propos, hein, c'est qu'est-ce qui se passe en fait. Depuis un an, on a vu que on avait en gros bonjour et peut-être bon appétit à la personne qui vient de se rajouter. Euh, donc, je disais, il y a en gros deux grosses tendances dans le fonctionnement familial. Il y a une première tendance, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, il y a une première tendance qui est celle de familles qui étaient déjà un peu prédisposées au retrait scolaire anxieux. Et ces familles trouvent dans le Covid un justificatif. Ah ben oui, nous le savions, le monde extérieur est un monde dangereux dont il faut se méfier. Et donc, eh ben, ce Covid vient nous donner raison. Nous avons tout lieu de ne pas présenter nos enfants à l'école. Rappelez-vous, au mois de juin de l'année passée, il y avait quand même plein de familles qui disaient il n'est pas question, même si on nous oblige, si on amène, nous oblige à retourner à l'école au niveau de nos enfants, nous ne suivrons pas. C'est tout ce côté-là qui est encore fortement présent aujourd'hui. Et vous savez que plus on tarde à retourner à l'école, plus c'est compliqué. Donc nous allons avoir, nous, en santé mentale, un gros problème à faire rentrer à l'école cette frange de jeunes qui sont prises dans des familles anxieuses.
Et puis, vous avez quand même le tout gros du Covid, c'est la question de la motivation, mais au-delà de la motivation, du sens de la vie. Hein. Tous ces jeunes étaient en réflexion sur a-t-on un avenir? La planète se réchauffe, on ne fait rien. Et voilà pas que parce qu'il y a plein de gens qui meurent, des vieux en plus, eh ben, on arrête l'économie, on arrête tout le monde, on peut pas sortir. Qu'est-ce que ça a comme sens? Enfin, qu'est-ce que ça vient nous raconter sur la vie, surtout que nous sommes justement en quête de ce sens. Et voilà, les adultes qui semblent en même temps désarçonnés et en même temps nous dire, ben voilà, nous on sait ce qui est important, hein, c'est la vie au sens d'être vivant et de la réanimation, et le restant, ben, on s'en fiche, on doit tout sacrifier pour. Ça, c'est la grosse tendance de fond. Et puis vous avez des inquiétudes des parents notamment. L'inquiétude des parents en disant, mais mes enfants glandent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi qui suis déjà à avoir l'envie de les pousser à l'école alors qu'ils ont un superbe poil dans la main, mais là, ils n'en foutent plus une, quoi. Ils sont devant leurs écrans et donc les parents sont extrêmement va se rejouer de qui doit pousser pour dire il faut aller à l'école. Et je pense que plus on va amener les jeunes à dire on décide pour toi que tu dois y aller, plus ils vont se rebiffer. Et donc, la question est comment est-ce qu'on va faire pour gérer le rien? Hein, il ne se passe rien, on ne fait rien. Eh bien, la question c'est tu dois prendre des initiatives, les écrans peut-être, mais peut-être pas que les écrans. Donc ça, c'est les tendances qu'on a depuis un certain nombre de mois. Ce qu'on a aussi depuis un certain nombre de mois, c'est éventuellement, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas une faute d'orthographe, la question donc de l'agressivité au niveau des parents notamment, dont on sait enfin que dans les milieux familiaux, il y a beaucoup, enfin avec le confinement entre autres, et puis le fait qu'on en a marre, il y a de l'énervement qui était déjà présent par le passé, mais qui est maintenant de plus en plus pesant, et ce qui fait que quand les parents éclatent, c'est parfois les enfants qui en paient les pots cassés, et du coup, on a évidemment beaucoup plus de demandes dans les différentes équipes de maltraitance. Mais on a aussi, à l'inverse, une grande agressivité de la part des enfants parce qu'ils ont l'habitude, depuis qu'ils sont des enfants rois, et ça j'y reviendrai peut-être la fois prochaine, de dire j'ai envie de faire à ma mode, mais il y a vraiment une puissance délétère des écrans en tant que tels, et le nombre d'heures passées devant les écrans amène réellement une agressivité beaucoup plus grave, beaucoup plus grande des enfants, et le fait de les sevrer des écrans va faire qu'on va leur retrouver leur niveau normal d'agressivité, ce qui n'est pas toujours agréable, mais ce qui n'est pas enfin, qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut constater quand ils passent 8 heures au plus devant leurs écrans. Et puis vous avez, peut-être pour les plus grands, les adolescents, toute cette envie de défiance, qu'on peut aussi qualifier certaine agressivité, enfin, ou en tout cas on peut avoir des rapports de force avec la police ou d'autres. Parfois certains liégeois sont assez fiers que leur jeunesse prenne le flambeau hein, de la position un peu de Tchanché pour faire quand même la nique aux référents légaux. Et puis ce qu'on retrouve depuis maintenant plusieurs mois, mais qui vraiment prend une belle envolée, c'est le côté de la démotivation, la morosité, qui est là sur le fait qu'on on ne sait plus qui on est pour finir en tant que jeune. Je suis là sans pouvoir aller vers les autres jeunes. Bien sûr, je peux les rencontrer à l'école, pour certains, pour les plus jeunes,
mais ça n'est quand même pas vraiment la dynamique habituelle. Et même si pour les plus jeunes, début de secondaire, je suis à un jour sur deux, eh bien, ce jour sur deux fait en fait un effet beaucoup moindre que quand je suis en temps plein. Et donc, c'est vraiment très important. L'option que nous a dit, enfin, en tout cas, j'ai l'occasion de le rencontrer jeudi passé, le ministre de la Santé, en disant il faut maintenant que ces jeunes retournent à l'école. Je crois que c'est vraiment très utile. Et ça nous ramène à la scolarité, ce qui me permet de passer la parole à la personne suivante. Nous vous remercions pour votre analyse, Monsieur Millot. Et donc, faire attention à ce de bien éteindre le micro parce que sinon il y a vraiment de... Oui, bah, attends une minute. Voilà. Docteur Lamilio, voilà, si vous saviez... Voilà, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, nous avons eu l'analyse maintenant de Dr Lormillou par rapport à justement sa vision de la démotivation et des problématiques rencontrées par les jeunes dans cette crise actuelle. Maintenant, nous allons avoir Marie-France Boileau, directrice de centre PMS Wallonie-Bruxelles enseignement de Oui, qui va nous donner, elle, son éclairage en tant que psychologue du centre PMS. Il va nous expliquer justement l'adolescence et les repères qui sont perdus pour ces jeunes. Voilà, je laisse la place à Madame Boileau. Voilà, je vais partager mon écran. Bonsoir tout le monde. Et je vais donc installer mon PowerPoint. Voilà, donc nous allons maintenant aborder les spécificités de l'adolescence en temps de Covid. Et nous allons voir en quoi cette crise sanitaire, qui est une épreuve pour tous, est vécue spécifiquement par les jeunes. Donc, pour rappel, je vais passer la dia suivante. Pour rappel, l'adolescence constitue un passage actif entre l'enfance et l'âge adulte, et cette évolution n'est pas un long fleuve tranquille. Les impératifs majeurs pour les adolescents sont d'arriver à se séparer de leurs parents et de se construire une identité propre. Et les adolescents sont très créatifs pour arriver à ces deux objectifs, parfois dans l'explosion aussi. Alors, donc cette période est caractérisée par de nécessaires allers-retours entre la famille et l'extérieur de la famille. À l'extérieur de la famille, ils ont la possibilité d'avoir des expériences, de faire des explorations positives, moins positives. Idéalement, ces expériences sont préparées, pilotées et débriefées avec les parents, mais selon l'âge de l'adolescent et selon la collaboration qu'ils veulent bien y mettre. Donc, ces allers-retours entre la famille et le monde extérieur permettent le développement de leur maturité et la prise d'autonomie. Ça, c'est ce qui se passe en temps normal. Et puis, arrive ce virus. La crise sanitaire, avec un confinement, une distanciation sociale, des gestes barrières, l'hybridation des apprentissages, tout ça fait que ces allers-retours famille extérieure sont suspendus.
la famille est devenue l'unique outil d'émancipation. L'unique, il y a un écho ici, l'unique source d'émotion. Mais c'est là le problème, parce que éduquer, ça se fait à plusieurs. Les familles ont besoin de tiers extérieurs et bienveillants qu'on peut trouver dans l'école, dans un club de sport, dans l'entourage, les parents des copains, etc. Les tiers bienveillants constituent une autorité déléguée, mais celle-ci doit être incarnée. Ça veut dire que quand on a un écran devant soi pour suivre des cours, ce n'est pas une relation éducative. Donc, les familles doivent se passer de cet appui extérieur. Et ça, c'est vraiment là que le problème se pose. Alors, au temps du Covid, on constate qu'il y a beaucoup de déstructuration à 3 niveaux. Le temps et la temporalité, une déstructure de l'espace, une déstructure au niveau des relations. Je vais parler de la temporalité. Et je pense à tous les événements, les rituels, les cérémonies qui n'ont pas pu avoir lieu, les remises de diplômes, les anniversaires, aller à la foire, des choses comme ça. Tout ça, ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc, ces événements, ces rituels, ce sont en fait des marqueurs du temps qui passe. Et ça, ben, on a dû faire une croix dessus. Les adolescents ont dû faire une croix dessus. Des structures de l'espace. Je pense plus particulièrement à leur chambre. D'habitude, la chambre de l'ado, qu'elle soit partagée ou pas, ben, c'est leur territoire, c'est chez eux. Et ils aiment s'y retrouver, mais là, le territoire, il est devenu un territoire obligé. Il y a certains voyages qui n'ont pas pu se faire, les voyages réto, des choses comme ça, ils ont dû s'en passer également. Et donc, leur chambre, c'est devenu un territoire obligatoire. Souvent, ils disent, bah oui, je dors, je travaille et j'aimerais tellement sortir de ma chambre. Les structures des relations, quand on passe beaucoup de temps à la maison, avec les parents qui télétravaillent ou ceux qui ont perdu leur emploi qui sont aussi à la maison, c'est un huis clos épouvantable. On constate aussi une perte de relation avec les groupes d'appartenance, la bande de copains, le club de sport, et ça peut créer vraiment un sentiment d'abandon et de solitude. Alors, on a 2 crises pour le prix d'une. Dans un premier temps, il y a eu des sentiments de sidération, d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça fait 1 an là qu'on est dedans. Il y a eu aussi beaucoup d'instabilité dans les règlements. Là, il a fallu s'adapter et maintenant on est dans une sensation importante de perte de plaisir. Toutes les sources de distraction ne sont plus là. Il y a vraiment une perte de plaisir importante. Et je parle de 2 crises parce que d'habitude, c'est les adolescents qui bousculent un petit peu la société avec leurs revendications, leur désir de liberté, etc. Ben là,
c'est les mesures sanitaires qui bousculent énormément les adolescents, comme si la crise sanitaire avait phagocyté la crise des adolescents. Alors, au niveau des symptômes du décrochage sauce Covid, le docteur Lermignot les a bien détaillés dans son PowerPoint. On peut en voir à 3 niveaux. Donc, si je prends l'adolescent et lui-même, on constate qu'il y a beaucoup de symptômes de dépression, d'angoisse, de démotivation, décrochage scolaire et aussi de transgression des règlements, dans le sens non, moi je ne veux pas, je m'y oppose, c'est de l'opposition en fait. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que soit il y avait des symptômes à minima qui se sont vraiment amplifiés et particulièrement amplifiés dans le temps, mais il y a aussi des adolescents qui poursuivaient leur petit bonhomme de chemin, on va dire, sans symptômes particuliers. Et là, il y a apparition du symptôme. Voilà, donc ça, c'est premier niveau, au niveau individuel. Au niveau familial, on constate beaucoup de tensions familiales, gestion de deuil, parfois avec des deuils pathologiques. Il y a des familles qui n'ont pas pu dire au revoir à leur parent qui est parti, et il y a eu des conditions par rapport aux cérémonies, d'hommage, etc., qui ont été très difficiles, et donc il peut y avoir des deuils pathologiques. Évidemment, possiblement, il y a des pertes de ressources. Et j'aimerais attirer votre attention par rapport aux possibles violences familiales. Alors, le jeune et le monde, les jeunes se rendent très bien compte que tout le monde n'est pas touché de la même manière, et il peut y avoir un sentiment d'injustice sociale ou d'injustice par rapport à tout ce qui leur est imposé, ou tout ce qui est imposé à leur famille. Alors, je reviens avec la gestion du rien. Que de contraintes, on ne peut pas, avec ce temps allongé, les incertitudes sur l'avenir, comment est-ce que je vais faire mes stages, est-ce que je vais avoir mon diplôme, la passivité obligée auquel ils sont contraints, sentiment d'ennui, toute la réduction des sources de plaisir, de loisirs, et la solitude, la gestion du rien, ça prend beaucoup d'énergie. Et après, on les entend, la manière dont les jeunes expriment leurs besoins actuellement, ils ont besoin de retrouver un rythme, ils ont besoin de s'exprimer, d'être écoutés, ils ont envie de débattre de ce qui se passe dans la vie en général, de leur vie. Ils ont besoin de s'engager et d'agir, mais surtout, ils ont besoin de retrouver une forme de collectif. On annonce une réouverture des écoles en présentiel et de manière graduelle. Attention que il ne s'agit pas de réouverture des écoles, mais en tout cas un retour à l'école en présentiel pour le 2e degré et le 3e degré. Attention que parfois, il y a encore des cours qui ne pourront pas être donnés comme auparavant. Je pense aux cours d'éducation physique. Il y a des sorties, on ne sait pas encore comment ça pourra être organisé, mais
ce n'est pas parce que l'école, que les élèves seront de retour à l'école que par magie, tous les symptômes vont disparaître. Je pense qu'il faudra être bien attentif à la gestion de la sortie de crise. Alors, ce qu'on peut offrir aux adolescents, notre appui, ben, c'est surtout de ne pas banaliser ce qu'ils vivent, gérer leur vécu ben, comme un traumatisme, leur laisser du temps, leur laisser la possibilité de s'adapter à ce nouveau changement. Et ma conclusion, ce serait de les aider à se retrouver pour qu'ils se construisent. Voilà. J'espère que j'ai été claire et je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à l'intervenant suivant. Voilà, alors avant de poursuivre notre soirée, nous allons vous demander, à vous les participants médecins, d'ouvrir votre caméra pour que nous puissions faire notre première capture d'écran. Et donc, j'en profite pour remercier Madame Boileau pour son intervention. Et donc maintenant, Madame Boileau et le docteur Mermillot nous ont explicité les effets de la crise sur le jeune, le bouleversement que ça produit. Donc maintenant, nous allons avoir deux intervenants qui vont nous expliquer un petit peu les pistes d'intervention possibles qui existent et vous présenter d'une part toutes les interventions généralistes, donc qui ont lieu avec l'école, les acteurs scolaires, les acteurs qui dépendent de l'école, et puis alors les acteurs de l'aide à la jeunesse aussi, et puis justement le réseau, la mise en réseau de ces différents acteurs autour du jeune. Et alors les interventions plus spécialistes alors, au niveau de la santé mentale. Et donc la première intervention, ce sera Monsieur Plunus, qui est facilitateur, aide à la jeunesse enseignement, et qui justement permet de faire les liens entre les différents professionnels. Et puis la deuxième intervention, ce sera Madame Gigot, qui est coordinatrice du réseau Réalisme et qui nous expliquera donc les interventions du santé mentale. Par la suite, une fois que ces deux orateurs auront pris la parole, nous allons pouvoir vous présenter alors les outils vraiment de Ensemble accrochés à nous, mais je vais vous laisser les découvrir. Et donc, sur le temps qu'on termine les captures d'écran, Madame Leneux, est-ce que c'est OK? Pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. Mais enfin, c'est bien parce que comme ça, tout à coup, on vous rencontre l'espace de quelques secondes. Nous espérons d'ailleurs de pouvoir vous retrouver au mois d'octobre en vrai, comme on dit, plutôt que par écran interposé. Donc, je demande à Monsieur Plunis peut-être de préparer son PowerPoint. Et donc, dès le feu vert de Madame Leneux, vous pouvez nous partager alors votre écran. Voilà, bonsoir à toutes et tous. J'attends le feu vert de Stéphanie. Ça arrive, ce qui a fait que les caméras ne se sont pas allumées en même temps, donc il fallait attendre. Mais pas tout à fait ça. Si je partage mon PowerPoint maintenant, tu ne les verras plus. Par contre, j'en profite aussi pour demander, vous savez vérifier que vous avez bien votre micro éteint, parce que sinon ça fait des unes et c'est un petit peu compliqué. J'ai plus qu'une capture et puis c'est fini. Magnifique. Pendant ce temps-là, Madame, j'ai vu quelqu'un qui levait la main, mais sinon vous avez le chat à votre disposition et n'hésitez pas aussi au fur et à mesure à poser vos questions, on les rassemblera à la fin et on laissera la possibilité aux intervenants de pouvoir y répondre. C'est bon pour moi, vous pouvez continuer. Merci Madame Leneux, à vous Monsieur Plunus. Merci Stéphanie. Alors, on va revenir un peu avant le Covid, enfin un peu beaucoup. Je vais démarrer mon diaporama. Boum. Voici. Donc évidemment, le décrochage scolaire, il existait bien avant le Covid, donc on va un petit peu aller revoir
les différents déterminants du décrochage scolaire. Et comme l'a très bien dit Corinne Cattal en tout début, ce décrochage, il est multifactoriel. Et donc, on comprend tout de suite toute l'importance que l'ensemble, comme c'était dit aussi, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du jeune doivent collaborer pour, enfin en tout cas, ils ont intérêt à collaborer pour arriver effectivement à apaiser cette situation. Alors, si on reprend une définition, il y a plein de définitions du décrochage, vous allez en voir d'autres au cours de cette soirée. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle parle de processus progressif de désintérêt pour l'école, qui est le fruit d'une accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire. Donc, dans un certain nombre de cas non négligeables, ce n'est pas l'école toute seule qui va pouvoir, j'ai envie de dire, juguler cette problématique. Il y a un aspect vraiment purement là légal, c'est que la circulaire au niveau de l'organisation de l'enseignement obligatoire, c'est que tout élève qui accumule plus de 9 demi-jours d'absence injustifiés est considéré comme un décrocheur. Voilà, on peut réfléchir aussi à ce que cela peut produire quand on dit à un décrocheur, après 9 demi-jours d'absence injustifiée, savoir que parfois un jeune peut être considéré comme absence injustifiée parce qu'il est arrivé 2 heures en retard. Voilà, il y a effectivement une mobilisation à voir très rapide et donc c'est bien de ce côté-là, mais d'un autre côté, ça peut aussi impacter, j'ai envie de dire, dans l'esprit du jeune. Alors, je sais très bien que vous ne voyez pas ce qui est là. Que vous voyez là, on va les voir plus en détail, mais c'est pour vous dire que la littérature a longuement exploré la question du décrochage, en particulier la littérature anglo-saxonne, et que c'est assez documenté. Alors, c'est pas exhaustif évidemment, et la crise du Covid vient en rajouter. Et donc, on va aller voir d'un peu plus près ces différents pôles, ces différents déterminants du décrochage scolaire. Alors, j'ai repris les termes tels qu'ils étaient dans l'article de Janos et Leblanc, qui sont respectivement des psychopédagogues et des criminologues et qui ont étudié, qui ont réécrit cet article à l'époque en 2005. En 2005, donc il est évident qu'aujourd'hui on a de nouveau d'autres, j'ai envie de dire, facteurs explicatifs. Je vais commencer en haut à droite. Les déterminants organisationnels liés à des éléments structurels. Alors, c'est un peu tarabiscoté, mais ça veut simplement dire qu'on est là sur une dimension qui est purement du système du pays, voire de la région. Donc, les systèmes, c'est quand vous avez entendu parler des études PISA, les systèmes sont différents et parfois génèrent plus de décrochage dans un système que dans un autre. On sait très bien, par exemple, nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, on a un système qui est assez discriminant. On va avoir de très bons élèves, mais on va aussi avoir des élèves qui sont en très grande difficulté. Voilà, si on projette ça, donc si on projette ça avec le Covid, eh ben, un tout petit détail, hein, c'est un tout petit détail, mais au niveau organisationnel et structurel, on a laissé le choix aux établissements de faire de l'hybridation, soit un jour sur 2, soit une semaine sur 2. Eh bien, on voit bien qu'il y a une différence aujourd'hui dans les écoles qui adoptaient un système ou l'autre, ne fût-ce que dans la difficulté de garder un rythme pour l'élève. Ça, c'est un exemple. Donc, le système peut être une source de décrochage et les fameuses enquêtes PISA, vous avez certainement entendu parler également de la Finlande, où il y a tout autre système que chez nous et qui génère beaucoup moins de décrochage scolaire. On ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, en dessous, les déterminants organisationnels, les pratiques éducatives et les aspects relationnels avec l'enseignant. Et là, on se rend compte que c'est un point extrêmement important, c'est comment est-ce que le jeune, l'enfant, va se sentir va être dans un sentiment d'appartenance, dans une dynamique de groupe large et toute la bienveillance de l'enseignant, le projet pédagogique, est-ce qu'effectivement l'équipe éducative est soudée et a des projets concrets qui donnent du sens en fin de compte à cette scolarité pour le jeune. Ça aussi s'est impacté aujourd'hui évidemment par le Covid parce que le lien n'est plus aussi fort. On l'a dit tout à l'heure, des tas de projets, notamment de voyage ou bien ces marqueurs du temps au sein de l'école, tout ça évidemment s'est effacé ou est fortement estompé et donc ça impacte aussi évidemment l'accrochage scolaire des jeunes. Les déterminants familiaux liés, ça c'est le suivant, au style parental et au fonctionnement familial.
là, pour reprendre un curseur classique, hein, entre les styles parentaux de type soit autoritaire, soit laisser-faire, et entre les deux plutôt démocratique, on va discuter avec le jeune, bien, on se rend compte que suivant ce type de style parental, le décrochage va être plus ou moins important. Il va être plus important d'ailleurs dans le style parental de type autoritaire et laisser-faire, c'est plutôt le style démocratique où on va discuter avec le jeune qui va faire que ça va accrocher beaucoup plus. Voilà. Et alors, évidemment, dans la situation, ça a été dit par les prédécesseurs ici, c'est évident que les tensions familiales ont augmenté et que, évidemment, ça a impacté. Les déterminants personnels liés à des données sociodémographiques, c'est simplement des statistiques. Le décrochage scolaire, c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement dans les pays riches. Et là, on se rend compte que vraiment, un peu partout, statistiquement, c'est 2 fois plus de garçons. Et en général, plutôt à l'adolescence, même si on constate malheureusement aujourd'hui que cet âge du décrochage, ça devient même des primo-adolescents. Hein, on commence à avoir des problèmes de décrochage en fin de primaire maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, en tout cas beaucoup moins. Les déterminants sociaux, on ne va pas vous refaire Bourdieu, c'est évident que quand on a les codes sociaux qu'il faut pour aller à l'école, on y réussit mieux que quand on est dans un milieu plus défavorisé où les parents parfois ont eu eux-mêmes déjà des problèmes avec l'école et où effectivement on a moins les moyens. Et donc là, c'est vraiment très clair, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est très très clair que si on est, j'ai envie de dire, bien encadré dans un milieu dit plutôt aisé, on réussit mieux que par ailleurs. Il y a évidemment les déterminants personnels et les caractéristiques individuelles des gamins. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'intrapsychique des gamins, sa capacité de résilience, même si évidemment tout ça est influencé par tout un environnement. Et cet environnement, c'est les déterminants familiaux liés à l'adversité. Les désavantages familiaux, ça va être les accidents de famille, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être toute situation qui va venir impacter le parcours du jeune dans sa scolarité. Et les déterminants interpersonnels, qui ne sont pas à négliger, surtout à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment les fréquentations, c'est les pairs, c'est les copains, c'est les copines, c'est les bandes qui viennent influencer, surtout à l'adolescence, les jeunes dans leurs options. Voilà. Il y a tout autour, tout ça n'était pas, il y a en 2005, aussi fort qu'aujourd'hui, les évolutions sociétales et techniques majeures. Celle qu'on connaît le plus et qui a eu plus d'ampleur aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qui est les smartphones, les PS4, etc., etc. Et pour avoir été coordinateur d'un service d'accrochage scolaire à une époque, il y a des gamins qui passent carrément leur nuit à jouer à la PS4 et l'école, évidemment, s'en ressent. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Voilà, pour reprendre ces grandes catégories, avant de passer, et là c'est Françoise qui va me mettre voilà, l'ensemble des services, on a une petite représentation ici des différents services existants. Si on reprend ces 8 grands pôles, on se rend bien compte que l'école, ça laisse grosso modo, la manœuvre qu'elle a, grosso modo, c'est un quart de ses déterminants. Et donc, il y a d'autres services, il y a d'autres compétences. Et c'est en unissant et en faisant la synergie entre les différentes compétences et de différents secteurs qu'on va pouvoir au mieux répondre, je pense, à la situation que l'on vit aujourd'hui et qu'il faut préparer pour demain. Vas-y Françoise, si tu peux cliquer. Voilà, donc vous avez certainement déjà entendu parler des services de promotion de la santé, hein, les SPSE. C'est un service qui répond et qui met en œuvre les missions de suivi médical des élèves. Donc c'est ces fameuses visites médicales, la prophylaxie, le dépistage des maladies transmissibles, et ils sont évidemment sur pied de guerre pour le moment, et la mise en place de programmes de promotion de la santé, de promotion d'un environnement scolaire favorable à la santé. C'est un service gratuit qu'on retrouve dans tous les établissements. Oui, alors le centre PMS, je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais que la présidente du Conseil supérieur des PMS est à l'écoute.
C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue où le jeune et sa famille peuvent aborder les questions qui les préoccupent en matière de scolarité, d'éducation, en fait, de ce qu'ils vivent. C'est aussi un service gratuit. Les élèves peuvent y faire appel, les parents, et ça pour tout le long de l'enseignement primaire, fondamental et secondaire. Mais les PMS ont aussi d'autres missions. Hein. Donc ici, on fait un petit résumé, mais il y a vraiment, d'ailleurs, pour tous les services, ça va bien au-delà. Oui, Françoise, merci. Alors, les services de médiation scolaire, bon, ils sont en train de vivre des transformations, mais on va quand même les citer parce qu'ils vont plus s'appeler comme ça sous peu. Donc là, vous pourrez aller sur le site enseignement.be. Toute la question précisément des médiateurs, des équipes mobiles va être mise à jour. Hein. Donc c'est un service qui peut intervenir dans le cadre de problèmes relationnels entre des jeunes ainsi qu'entre les jeunes et les membres des équipes éducatives. C'est quand il y a un conflit, vraiment quand il y a un conflit, alors là les médiateurs, et parfois, même souvent, il y a des conflits, que ce soit avec l'équipe éducative ou un professeur en particulier, ou entre les élèves, qui peuvent amener du décrochage. Oui, Françoise. Alors, les services d'accrochage scolaire, autrement dit, les SAS, c'est des services qui apportent quotidiennement, donc ils peuvent rester là 3 mois renouvelables. Donc, c'est un service qui apporte quotidiennement un soutien éducatif à ces jeunes qui sont en décrochage, tant dans leur sphère scolaire que sociale et familiale. Là, on rencontre autant l'école que la famille. C'est un service aussi gratuit. Et donc, qui est-ce qu'on y retrouve en termes de jeunes? Des mineurs qui sont exclus. Ça arrive malheureusement. Ils sont exclus de leur établissement. Il faut qu'ils en retrouvent un. C'est jamais simple pour un élève exclu de retrouver un établissement. Soit il est en crise au sein de cet établissement, soit il ne s'est pas réinscrit. Là, ce sont plutôt les organes de l'aide à la jeunesse qui, bien souvent, on pense aux AMO, on va les voir tout de suite, vont retrouver des gamins qui ne sont plus à l'école depuis X temps. Alors ça, c'est les services d'action en milieu ouvert. Là, on est dans le secteur de l'aide à la jeunesse, qui proposent à la demande une aide préventive, sociale et éducative au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie, dans leur quartier. Donc là, ils vont à la... Je pense que nous avons un petit problème avec Monsieur Prunus. Ah, Le voilà, il est de nouveau là. Oui. qu'est-ce qu'il y avait? On m'a perdu? On t'a perdu. Donc, tu étais en train d'expliquer les AMO et on t'a perdu. D'accord. Bien que je reprends alors assez rapidement. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Tu me grondes si ce n'est pas le cas, Françoise. Donc, les AMO, c'est du secteur de l'aide à la jeunesse. Et donc là, eux, ils vont vers les jeunes dans leur quartier. Quand ils sont connus, les jeunes vont à l'AMO. Il y a des activités. C'est tout un accompagnement socio-éducatif. C'est aussi un service gratuit. Et alors, attention, dans les différents services, quand on parle de jeunes, la tranche d'âge varie. La tranche d'âge varie. Donc ici, tout jeune de moins de 22 ans ou 18 ans, ça dépend les AMO, mais la plupart aujourd'hui accueillent, c'est assez récent, nos jeunes jusqu'à 22 ans, parce qu'il y a toujours cette difficulté de transition une fois qu'on est majeur et où il faut se réinstaller, il faut trouver un boulot, il faut trouver un appartement, etc. Et donc on s'est battu à l'aide à la jeunesse pour qu'on puisse accompagner ces jeunes au-delà de 18 ans. Oui, Françoise? Je ne sais pas si j'ai fait le tour ou pas. Le service d'aide à la jeunesse, qui est un service de seconde ligne, lui, hein, les SAJ, c'est un service destiné aux mineurs et à leurs parents en difficulté, donc, ainsi qu'aux enfants en danger. Il propose une orientation vers un service dit de première ligne. Donc là, il va renvoyer vers des services spécialisés pour l'accompagnement. Donc on va faire un bilan et on va essayer de privilégier ce qu'on appelle une aide consentie. C'est-à-dire qu'on va négocier avec les ressources du jeune au maximum pour trouver des solutions à la problématique ou à la difficulté à laquelle le jeune est confronté. Et voilà, c'est vraiment essayer de faire en sorte que les ressources autour du jeune, avec parfois des services spécialisés, puissent résoudre la problématique. Parce que si vraiment il est en danger et qu'on ne parvient pas à tenir, alors là, ça doit passer au SPJ. Alors, qui peut y faire appel? Les jeunes de moins de 18 ans qui éprouvent des difficultés, les parents, les enfants qui se trouvent dans des conditions d'éducation compromises par leur comportement, etc. etc.
les services, les écoles, les hôpitaux, le parquet qui sont inquiets. Mais évidemment, c'est un service de seconde ligne, et donc il y a d'autres, comment je veux dire, il y a d'autres acteurs avant, les PMS, etc., qui peuvent déjà répondre à la situation. Je crois qu'on a fait le tour, non? Oui, je te remercie, Guylain. Donc voilà, vous avez eu un premier aperçu des différents services de première et deuxième ligne. Madame De Wil, tout à l'heure, vous montrera encore les outils qui seront à votre disposition. Et maintenant, je vais laisser, puisque les services généraux que M. Punus vient de vous montrer, je vais laisser la place à Madame Gigot, qui va vous montrer plus les services plus spécifiques en santé mentale, alors, qui sont aussi là pour accompagner le jeune. À vous la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais aborder des ressources qui sont développées au niveau du réseau Réalisme, et notamment le dispositif des soins psychologiques de première ligne, qui est un dispositif assez récent, qui date en fait d'avril 2020 pour les moins de 18 ans. Donc, c'est une offre assez innovante en Belgique, parce qu'en fait, c'est la première fois que l'INAMI intervient dans des remboursements de séances psychologiques. Voilà, c'est un projet pilote de 3 ans, donc qui va durer jusqu'à fin 2022. Pour les adultes, ce projet a commencé en 2019, donc ça veut dire un peu d'avance sur ça. Il y a une évaluation scientifique qui va être faite. Voilà, il y a une recherche qui est déjà en cours au niveau des adultes. Les usagers vont être interrogés, les psychologues, les médecins, les coordinations, pour voir un peu à la fin de ce projet pilote si l'expérience continue ou pas. Et donc, c'est une offre complémentaire à l'aide existante. Vous allez comprendre par la suite, je vais un peu détailler ça après. Donc, c'est un renforcement en fait de la partie centrale de la pyramide des soins de l'OMS. Je vous l'ai mise ici. J'ai trouvé cette pyramide-là sur le site du CRESAM. Vous avez vraiment un inventaire de tous les services qui existent, les réseaux enfants, les réseaux adultes, les réseaux ASSO-études. Et les psychologues de première ligne renforcent vraiment, sont aux côtés des autres services et font un renforcement à ce niveau-là. Alors, ce dispositif s'appuie sur 3 piliers, en fait. On parle de la prévention secondaire, donc de réduire le nombre et la gravité des maladies, d'améliorer la santé, le bien-être au quotidien. Le but est également de pratiquer la détection précoce, donc détecter de manière précoce la nature des difficultés chez un individu, donc qu'elles soient psychiatriques, psychologiques, psychosomatiques, permettra d'avoir une intervention plus courte, plus rapide et plus efficace. Donc on parle d'intervention de courte durée. Donc le but, c'est vraiment de limiter l'aggravation des symptômes, l'aggravation de la maladie dans le temps. Donc, l'objectif de ces soins psychologiques de première ligne, c'est de renforcer l'accessibilité et l'offre de soins en santé mentale, d'éviter l'évolution des problèmes en troubles. Donc, comme je l'ai dit, si on fait de la détection, de la prévention et de l'intervention précoce, on peut essayer d'éviter que ça évolue dans un sens beaucoup plus grave. Un des objectifs est également de soutenir les médecins qui sont confrontés très souvent à des plaintes psychosociales et qui sont parfois un peu démunis face à ces plaintes-ci. L'autre objectif serait d'améliorer la continuité des soins, donc entre les psychologues, les médecins, le réseau et la deuxième ligne. Et on parle d'une meilleure orientation vers les services spécialisés. Les psychologues de première ligne feraient vraiment partie intégrante du réseau et donc du coup, ils seraient une ressource importante pour les orientations et pour que les personnes se trouvent au bon endroit au bon moment. C'est également un soutien pour les partenaires de première ligne. Alors, qui sont les bénéficiaires des soins psychologiques de première ligne? Donc là, je parle pour le réseau enfants-ados, évidemment. Donc, c'est les enfants et l'adolescent qui souffrent d'un problème psychique léger à modéré, en matière de sentiments anxieux, d'humeur déprimée, de problèmes externalisés de comportement et de problèmes sociaux. Alors, c'est pas un détail, mais une des conditions également, c'est de disposer d'une prescription de renvoi, mais ça, j'en parlerai par après, et d'être en ordre de mutuelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un problème psychique léger à modéré? Donc, c'est un problème récent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème qui n'a pas encore coloré les différents domaines de vie de l'adolescent, mais il ressent un sentiment de mal-être. Donc, il arrive à fonctionner, mais il y a un sentiment de mal-être qui est là. On parle d'interventions limitées dans le temps, qui sont suffisantes pour améliorer le problème du patient.
Le patient se trouve dans un contexte sécuritaire et supportable, donc il n'est pas en danger, il n'y a pas un risque de passage à l'acte ou il ne vient pas de passer à l'acte. Le patient est capable d'entrer dans une relation réciproque et il est intéressé par cette offre de soins de première ligne, évidemment. Alors, qui sont ces psychologues de première ligne? Alors, ils sont diplômés en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique. Ils ont une expérience de 3 ans de pratique clinique. Ils sont libres minimum 4 séances hebdomadaires par semaine. Donc, oui, hebdomadaires forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, le but, c'est que les gens soient reçus rapidement. Donc, on demande aux psychologues qui se conventionnent pour être psychologues de première ligne de pouvoir les recevoir dans le mois maximum. Donc, pour le moment, la moyenne, c'est 15 jours. Donc, la personne appelle, elle a un rendez-vous dans les 15 jours maximum actuellement. Le psychologue exerce à titre indépendant dans un cabinet et il est conventionné avec le réseau Réalisme ou alors avec le réseau Fusion Liège pour les adultes. Donc là, je le précise aussi. Donc ça veut dire que s'il se conventionne, il participe à des intervisions, des rencontres cliniques, il a une formation réseau et donc le but, c'est vraiment qu'il fasse partie intégrante du réseau. Donc l'offre, là, c'est un peu plus au niveau pratique. Donc, c'est 4 séances par patient par année civile, renouvelables une fois. Donc, c'est-à-dire que 8 fois par an, un enfant ou un ado peut bénéficier de ces séances de psychologie. Alors, le nombre limité, c'est issu en fait de plusieurs données scientifiques. Il y a eu des projets pilotes en Flandre et d'autres projets au niveau international qui se sont rendus compte qu'avec ce nombre de séances limitées, le patient exprimait déjà une amélioration de son état de santé mentale. Donc, ça a été basé sur ces expériences-là. Donc, le coût de la séance pour le patient, c'est 11,20 € et 4 € si le patient bénéficie de l'intervention majorée. Donc, au niveau financier, il y a une accessibilité importante. Alors, quel est le rôle du médecin prescripteur? Donc, d'abord, le médecin prescripteur, donc ça peut être le médecin généraliste, ça peut être le pédiatre, ça peut être le médecin du CPSE, PMS, et ça peut être aussi le pédopsychiatre. Pour les adultes, je le précise, ça va aussi, le gériatre et le médecin du travail peuvent aussi être prescripteurs. Donc, le médecin a une place centrale dans ce dispositif. Ils sont en contact direct avec le patient, évidemment. C'est souvent la première personne que l'individu va venir voir s'il rencontre une difficulté dans sa vie. Et donc, il y a une relation de confiance qui est installée. Donc, c'est vraiment via le médecin que le patient peut avoir accès à ces séances. Donc, il fournit l'accès aux soins de première ligne. Donc, c'est lui qui fait une ordonnance. Donc, c'est sur base d'une ordonnance de 4 séances que le patient a accès à un psychologue. C'est lui qui va, qui va voir le public cible et sélectionner, trier en fonction un peu de son diagnostic et orienter au mieux. Alors, il y a une communication, une collaboration qui va se faire avec le psychologue, évidemment dans le respect du secret professionnel partagé et du code de déontologie des psychologues. C'est lui qui va diffuser l'information et c'est lui qui aura une vue générale sur l'évolution du patient et son entourage. Donc, c'est vraiment la place la plus centrale dans ce dispositif des soins psychologiques de première ligne. Les démarches que le médecin va devoir effectuer, examiner si le patient correspond au public cible, évidemment, vérifier sur MyCareNet l'assurabilité du patient, ça c'est vraiment pour aider le psychologue, même si maintenant le psychologue a aussi accès à MyCareNet, mais c'était pour l'aider au niveau de la facturation. Donc, remettre au patient une prescription de renvoi datée. Donc, la date, c'est important parce que cette prescription est valable 1 mois. On est à nouveau dans l'idée des rendez-vous rapidement. Donc, il n'est pas question. Si le patient a une prescription et qu'il l'utilise 6 mois après, ça ne fonctionne plus. Alors, il fournit au patient la liste des psychologues et orthopédagogues de première ligne, ou en tout cas l'endroit où trouver cette liste. Donc, il collabore et communique avec le psychologue, ça on en a parlé. Donc, vous trouvez un psychologue de première ligne. Donc, pour le moment, pour les enfants et les ados, on a 110 psychologues qui sont conventionnés sur les territoires de Réalisme, donc sur la province de Liège. On a un listing qui est téléchargeable sur le site internet de Réalisme. Et il y a également une Google Map qui est faite sur le site de l'INAMI, où là, on retrouve les psychologues pour enfants, les psychologues pour adultes et pour les plus de 65 ans également. Donc, ça, c'était vraiment la partie sur les psychologues de première ligne. Et alors, en quelques mots, au niveau des soins spécialisés, donc on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Donc il y a le service de santé mentale que vous connaissez tous. Et alors, un petit mot sur Mobiléa, donc c'est l'équipe mobile du réseau Réalisme. C'est une équipe mobile multidisciplinaire en santé mentale pour enfants et adolescents qui intervient donc au départ du lieu de vie du jeune
mais qui est très spécifique, donc c'est pour des situations très complexes, pour l'enfant ou adolescent et sa famille, avec des problématiques, inquiétudes en santé mentale, et surtout, on insiste, des difficultés à adhérer à un projet de soins et ou à accéder à une structure de soins. Voilà, donc c'est pas si le jeune est compliant et qu'il peut se déplacer, etc., Mobilia n'interviendra pas. Donc je vous mets quand même les coordonnées de la coordination de soins pour toute nouvelle demande. Et vous trouvez le folder détaillé sur le Padlet, je pense. Sinon, il sera sur notre site internet également. Voilà. Ben, merci pour votre attention. Je laisse la parole au suivant. Merci Madame Pour le Chigoch. partage. Donc voilà, nous allons vous partager donc les différents outils créés par le groupe Ensemble Accrochons-nous. Et donc je vais laisser la parole à Madame Madame De Wilt, donc directrice du Centre local pour la promotion de la santé à Ouiwarem et vraiment porteuse de ce projet. Merci Sabine. Merci. Bonjour à tous. Et donc, effectivement, pour ma part, je vais vous montrer où et comment vous pouvez retrouver toutes ces informations et entre autres et surtout les coordonnées et la localisation des différents intervenants qu'on a pu vous présenter jusqu'à maintenant. Alors, en fait, tous les documents, ils sont remis ensemble sur un Padlet. Et ils sont accessibles via un lien que je vais vous mettre dans le chat, mais ce lien peut également être accessible sur simple demande par email ou au moment du formulaire d'évaluation que vous aurez à remplir tout à l'heure. Vous pourrez aussi indiquer que vous souhaitez recevoir ce lien. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un Padlet? Un Padlet, c'est simplement un site internet sur lequel on a pu déposer toute une série d'informations téléchargeables ou consultables. Et donc, vous pouvez naviguer entre les différentes colonnes et entre les différents documents. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va vous présenter sur ce Padlet? Eh bien, je vous l'ai dit, les intervenants. Et donc, vous retrouverez une brochure de présentation des intervenants en province de Liège et leur localisation. Alors, cette brochure, elle se présente comme ceci. C'est un dépliant, en fait, qui se plie en 16 parties, je pense, et donc sur laquelle vous retrouvez évidemment le labyrinthe avec les services et la présentation de tous les services détaillés avec une info où les retrouver. Il y a également des numéros de téléphone utiles et une petite explication sur les indicateurs du décrochage scolaire et l'obligation scolaire. Au verso de ce document, vous retrouverez la carte de la province de Liège avec l'ensemble de ces services qui sont géolocalisés. Et donc, une fois que la famille, le jeune ou peu importe un intervenant a cette carte, il peut assez facilement voir où se retrouve quel type de service pour pouvoir conseiller et orienter. Alors, si je reviens sur le Padlet, au niveau des intervenants, qu'est-ce qu'on retrouve également? Bien, la présentation interactive que Guylain vous a présentée tout à l'heure, et donc la voici. Peut-être une astuce qui n'a pas été montrée, c'est que quand on se promène, il y a une définition qui arrive, mais il y a aussi des liens Internet qui sont utilisables pour retrouver des informations plus précises et plus détaillées sur l'ensemble de ces services. Donc, je viens de vous montrer les services accrochage scolaire. Bien voilà, on peut retrouver par exemple tous les services d'action en milieu ouvert en allant cliquer sur le lien. On arrive à la page d'information sur ces services. Alors, on y retrouve également une géolocalisation des intervenants sur la province de Liège. Donc, on a repris la carte qui se retrouve sur la brochure et les services sont géolocalisés. La différence, c'est que cette carte est interactive et qu'en se baladant dessus, on peut avoir les coordonnées des services. Donc, si je vais sur les centres jeunes de Hannu, j'ai les informations, il y a 2 centres jeunes et j'ai les coordonnées. Et donc, c'est le cas pour l'ensemble des petits icônes qui sont avec toutes les coordonnées, en général numéro de téléphone, numéro d'adresse internet et parfois le site internet de l'institution.
Donc, ça permet assez facilement et assez rapidement de trouver une information sans devoir chercher partout et simplement en se baladant. Alors, si vous voulez des informations plus détaillées, plus complètes, on a également déposé des répertoires des intervenants de la province de Liège, mais cette fois par arrondissement. Et donc, je vais prendre un des répertoires pour vous montrer comment il se présente. Donc, si vous le téléchargez et que vous l'imprimez, vous aurez un folder de plusieurs pages qui est ensemble, donc accrochons-nous, des services d'accompagnement et d'orientation. De quel arrondissement s'agit-il? Le labyrinthe, et puis chacun des services est détaillé avec une présentation de qu'est ce service et toutes les coordonnées sur l'arrondissement ici de Wiwarem, puisque c'est le répertoire de Wiwarem. Alors, vous y retrouvez l'arrondissement Wiwarem, l'arrondissement de Liège, l'arrondissement de Verviers. Pour votre facilité, on y a joint aussi l'annuaire des CPMS dont on a parlé et le listing des psychologues de première ligne qui se retrouvent sur Liège et Verviers. Il y a également l'offre en santé mentale en province de Liège. Alors, on y a déposé les présentations de ce jour, donc les différents PowerPoint qui ont été présentés, mais vous retrouvez également des études, des enquêtes, des articles, des livres, à titre d'information, des aides Covid pour les familles et les jeunes. Il y a notamment des aides spécifiques CPAS qui interviennent également dans les frais psychologiques. Il y a des boîtes à outils, des aides sur les divisions de Verviers, de de Liège. Et dans les autres documents, il y a des affiches qui font partie intégrante de cette campagne Ensemble, accrochons-nous, et qui se représentent comme ça. Donc, c'est des affiches que vous pourriez aussi recevoir en format papier une fois qu'elles seront imprimées. Par exemple, en voici une, tenir tout le cours, c'est tout un parcours. Papa, maman, je ne suis pas bien à l'école, ensemble, accrochons-nous, des services peuvent t'aider. Ne prends pas à la légère le décrochage scolaire. Donc voilà, très rapidement, puisque je ne vais pas redétailler l'ensemble des documents, je vous laisserai les parcourir et les découvrir à votre aise quand vous en aurez envie, le temps, etc. Et puis, voilà, n'hésitez pas à le consulter. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire dans le formulaire d'évaluation si vous avez des besoins de documents, d'informations et autres, parce que nous pourrons aller les déposer sur le Padlet par la suite. Donc, ce Padlet, il est appelé à être alimenté, à s'améliorer au fur et à mesure du temps en fonction de tous les éléments que vous souhaiterez. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Sabine. Et donc voilà, maintenant va être le temps des questions-réponses et des échanges, parce que je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui. Donc nous les participants, au départ c'était un webinaire évidemment pour les médecins, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre, hein, donc les membres des différentes plateformes qui souhaitaient échanger avec vous ce soir. Donc, avant de passer aux questions-réponses, nous souhaitons encore faire, hélas, une capture d'écran. Donc, si vous pouvez rallumer vos vidéos, votre caméra, pardon. Et alors, c'est peut-être aussi le moment de commencer à vous servir du chat et à poser les questions, les interrogations que vous avez par rapport à certaines présentations, certains services, sur les outils, sur la mise en réseau qui est possible, sur vos besoins. Enfin, n'hésitez pas. Le chat est ouvert. Manal Leneux va suivre pour voir dans quel ordre nous allons mettre les questions. Et peut-être aussi, pendant les questions-réponses, vont apparaître le lien pour aller remplir le questionnaire, le petit questionnaire, c'est très court, de satisfaction et de besoin, et aussi la possibilité d'inscrire vos noms, vos prénoms et votre numéro d'INAMI pour l'accréditation, et pour les autres participants, l'attestation s'ils sont allés nécessaires dans le cadre de votre boulot. Voilà, Madame Leneux, voilà, Madame Leneux a mis le lien ici vers le Google Form, comme ça vous pouvez déjà le télécharger en attendant qu'on fasse les captures d'écran
et vous pouvez le remplir à votre aise. Donc, nous avons été un peu plus vite que prévu pour présenter les différents éléments. Maintenant, je crois que, voilà, c'est sûr qu'en visioconférence, on doit penser à nos jeunes. Les profs vont certainement plus vite aussi que s'ils étaient en présentiel. Donc, vraiment, j'insiste sur la possibilité de poser des questions. Alors, je vois par contre que certaines personnes indiquent leur numéro Dynami dans le chat. Alors, si vous voulez bien vous servir plutôt du Google Form qu'on vous a envoyé, parce que sinon, ça ne va pas être gérable pour nous de pouvoir tenir compte de ces différents éléments. Alors, voilà une première question. J'aimerais bien savoir comment sont pris en charge en pratique les adolescents en détresse dans le centre Réalisme. Madame Gigot, peut-être? Madame Ou Gigot monsieur, et ou docteur monsieur Vermignot, le à mon avis. docteur Herminio, oui, tout à fait. Je vais vous laisser la parole, docteur Vermignot, dans le centre Réalisme. Oui, donc le réalisme n'est pas un centre, hein, c'est un réseau. Et donc, ça se veut au départ un réseau quasiment informel dont vous faites partie en tant que médecin généraliste. Mais il y a des acteurs qui se sont inscrits, de volontaires comme participants, notamment dans le comité de réseau pour réfléchir au fonctionnement de la santé mentale dans la province. Mais donc, et alors il y a un certain nombre d'acteurs qui du coup sont subsidiés par le fédéral, des agents de liaison et notamment la fameuse équipe mobile. La fameuse équipe mobile qui s'appelle Mobiléa, c'est son nom en province de Liège. On en a touché un mot tout à l'heure et en fait, ce que le fédéral subsidie, c'est des choses supplémentaires qui n'existaient pas jusqu'ici. Nous avions une prise en charge en ambulatoire, comme vous le savez, dans les SSM, c'est de santé mentale, Openado, etc., et le privé. Et puis nous avions de l'hospitalier, nous avions des centres de l'hospitalisation de jour également. Et il manquait quelque chose qui est peut-être à l'interface, voire pas du tout, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller au domicile, éventuellement sur le lieu de vie du jeune, que ce soit l'internat ou l'école. Mais l'idée est à ce moment-là, soit d'aller y faire une intervention parce que c'est difficile pour l'ambulatoire d'y aller, soit au contraire que ce sont des gens qui sont relativement, entre guillemets, enfermés chez eux et qui ne sont pas dans les circuits de soins. Et notre tâche sera alors de les rabattre vers les circuits de soins et notamment vers l'ambulatoire plus classique. Donc, la question de l'équipe mobile, c'est celle de l'utilité d'une mobilité et non pas comme on a pu éventuellement en avoir l'espoir, de boucher les trous de ce qu'il n'y a pas assez dans les structures déjà existantes, voire de trouver des solutions quasi miracles à des problèmes qu'on peut parfois qualifier de santé mentale, mais comme de l'agressivité par exemple, mais pour lequel l'équipe mobile a les mêmes limites que d'autres services. Donc on vous a montré tout à l'heure un numéro de téléphone pour essayer de prendre contact avec l'équipe mobile. Donc cette équipe mobile reste limitée dans ses capacités et va surtout réfléchir en termes de priorisation par rapport à des situations où la mobilité et éventuellement le fait d'aller au domicile est quelque chose qui est une alternative qui ne pourrait pas être prise en charge autrement, on va dire. Hein. C'est tout ce qui est possible en cabinet privilégié, et ce n'est que les situations où cette possibilité n'existe pas qui pourra être proposée à l'équipe mobile Mobilia. Merci, docteur Lermignot. J'ai une deuxième question. Y a-t-il des organismes qui s'occupent de la transmission et de facilitateurs entre les organes de prise en charge enfants et adultes si nécessaire, cas des ados qui vont passer majeurs?
Alors, je ne sais pas si c'est encore pour moi, mais donc effectivement, c'est une question qui est actuellement en réflexion. C'est ce qu'on appelle la transition. Et donc le fédéral, entre autres, le fédéral, le fédéral, entre autres, réfléchit, mais pas le seul, hein, on a vu que d'autres niveaux comme l'école et aussi, à comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc c'est une question qui n'est pas encore vraiment aboutie. Il y a notamment une chaire francophone et une chaire néerlandophone de pédopsychiatrie qui se trouve pour les francophones à l'ULB auprès de Mme Delven qui réfléchit sur la question actuellement. Donc, effectivement, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de pratiques et nous-mêmes, du côté de la pédopsychiatrie, nous prenons un certain nombre de contacts avec nos équivalents côté adultes pour réfléchir les transitions. Alors, est-ce qu'il y a un facilitateur désigné, hein? Non, parce qu'il y a diverses transitions en fonction de qui transmet, si j'ose dire, vers qui. Et donc, il y a peut-être par exemple, des transmissions entre équipes mobiles ou transmissions entre services de la VIC, des transmissions entre différents acteurs comme ça. Mais un facilitateur jusqu'ici, dont ce serait le titre et qui serait un peu généraliste, qui serait trans prise en charge, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais c'est quand même une question qu'on est en train de se poser parmi d'autres. Le ministre fédéral a accordé il y a une dizaine de jours des moyens supplémentaires pour les réseaux. Et donc nous réfléchissons à comment les utiliser. C'est une des propositions qui a été faite parmi de très nombreuses autres. D'accord. Ici, on a encore une question. J'aimerais savoir à qui référer les patients de plus de 18 ans et qui sont toujours à l'école, mais en décrochage scolaire et qui ont perdu leur allocation familiale. Une assistante sociale de la mutuelle. Point d'interrogation. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Mais la question c'est toujours la question de première ligne, deuxième ligne. Donc, il est clair que l'assistante sociale, la mutuelle, est certainement une personne intéressante à aller chercher, mais ce serait pour se réinscrire, du coup, hein. Et donc, et ça, ce serait dans un premier temps pour qu'on puisse avoir accès éventuellement à des soins. Maintenant, quand on fait une adresse, je suppose évidemment que c'est un médecin qui pose la question et qu'il pense à d'autres médecins, du coup, au fait que l'assurance puisse jouer, l'assurance. Mais le décrochage scolaire, on peut aussi réfléchir, donc comme on l'a présenté tout à l'heure, par rapport à d'autres instances de l'aide à la jeunesse. Effectivement, c'est un peu délicat, mais tout ce qui est milieu ouvert, autres peuvent éventuellement jouer. Et pour ce qui est, oui, on pourrait imaginer quand même que des structures, si jamais l'équipe mobile était concernée, ce qui n'est pas nécessairement évident, ben, ont aussi, nous, monté jusqu'à 23 ans, par exemple. Donc, il y a quand même parfois des passages possibles, mais tout ça n'est pas organisé aussi clairement que ça dans le cas présent. Françoise Debouc, tu as levé la main. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non. Oui, tout à fait. Mais moi, je me disais aussi que c'était intéressant peut-être de passer la main à quelqu'un d'un PMS, parce qu'un jeune de 18 ans qui est toujours à l'école, le PMS peut servir de relais aussi. Et c'est peut-être ça l'intérêt aussi de la mise en réseau, et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour réfléchir ensemble, dans ce cas-là, qui appeler. Donc, moi, je ferai relais ici à quelqu'un du PMS, Marie-France, Alison, Christelle, enfin voilà. Voilà, je vais prendre la parole. En fait, l'assistante sociale du centre PMS peut intervenir également, plus pour les questions scolaires, mais ça dépend aussi
quelle est la problématique du jeune? Quand je lis la question, à qui référer les patients de plus de 18 ans? Référer, ça dépend un petit peu pour quelle problématique. Si c'est une problématique, je ne sais pas moi, qui concerne son inscription au CPAS ou des choses comme ça dépend un petit peu de ce qui est demandé. Mais première ligne, évidemment, centre PMS. Moi, j'avais une question Merci, aussi pour voir. Marie-France. Oui. Pardon. C'était pour dire aussi que, évidemment, dans les outils que Madame De Wilde vous a présentés, évidemment, si vous souhaitez consulter le PMS, il y a vraiment un lien vers le PMS de l'école de l'enfant. Et c'est évidemment ces liens-là qu'on souhaiterait mettre en œuvre et avec le PSE, bien sûr. Madame Demortier précise que l'AMO également peut intervenir, les AMO. Service que Monsieur Punus vous a présenté tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres réactions? Dans ce cas-là, je vous invite à lever la main. Monsieur Crosset, je vois que vous levez la main. Je vous invite à rallumer votre micro. C'est juste pour combler un vide. D'accord. Non. J'ai travaillé pendant pas mal d'années en PMS avec mes collègues de Verviers. Et le sentiment qui est le mien actuellement, c'est que les enfants en difficulté, c'est pas les enfants que l'on rencontre d'habitude. Il y avait bien sûr des enfants qui sont en situation précaire et qui souffrent actuellement de la situation. Je pense qu'on a une autre population d'enfants qui est en difficulté. Le Covid a touché d'autres personnes dans des familles aisées. C'est un terme que je n'aime pas trop, mais enfin, c'est pour bien cibler la population. Dans certaines familles où on ne pensait pas qu'il y aurait de la souffrance, il y en a maintenant. Et je voulais un peu me retourner vers les responsables PMS et PSE, parce que vous n'avez pas l'impression justement que pour le moment, on est en train de toucher une autre frange de population en termes de souffrance. Madame Orbéa, je vous invite à répondre. Je vois que vous avez levé la main. Oui, voilà. Bah, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, hein. On peut constater tout à fait des apparitions, je vais dire, de situations de décrochage par rapport à des familles qui ne présentaient pas de signes précédemment et qui sont effectivement liées tout à fait à cette période particulière. Donc ici, moi, j'avais aussi envie d'entendre les médecins sur ce qu'ils accueillent au quotidien au niveau des patients, ce qu'ils reçoivent. Et donc, moi, ce que je me dis ici, c'est qu'effectivement, il y a une collaboration nécessaire parce qu'on est on fait tous le constat au niveau des PMS, effectivement, de situations de décrochage quand même massives, mais pas que. On n'a pas que du décrochage. On a vraiment du mal-être généralisé, même chez des tout petits, avec parfois l'apparition de troubles obsessionnels compulsifs, d'angoisse. Vraiment, on est en train de voir apparaître des symptômes qui n'existaient pas de manière si massive par le passé. Donc, voilà, je confirme effectivement le sentiment de M. Crosset par rapport à l'apparition de décrochage chez des jeunes qui ne présentaient aucun signe précédemment. Mais voilà, est-ce que ça se reflète au niveau des consultations chez les médecins? Et est-ce que cette soirée permet aussi un éclairage par rapport au fait que nous, en tout cas au niveau des centres PMS, ben c'est clair que nous sommes le premier acteur à avoir un pied dans l'école et donc du coup un acteur qui est généralement au contact directement avec toute cette population. Et est-ce qu'il était clair pour l'ensemble des médecins ici
que nous sommes un partenaire privilégié et si c'est le cas, je vous rappelle de ne pas hésiter à nous contacter. Vraiment, c'est important de pouvoir faire appel à nos services parce qu'on est vraiment ce premier rempart et certainement à l'heure actuelle. Le docteur Nguyen est tout à fait d'accord avec Madame Orbea. Je ne sais pas si j'ai une réaction sinon à chaud, et sinon j'ai une autre question sur le retour de la prise en charge du patient. Y a-t-il un rapport écrit au téléphone, etc. Donc, je suppose la collaboration ici entre les services qu'on a présentés et les médecins qui envoient le jeune. Je ne sais pas si le docteur Lermigno veut répondre. Alors, je ne peux répondre que par rapport à l'équipe mobile et à Réalisme. Peut-être que c'est directement l'équipe mobile et Réalisme qui était visée. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué de faire. Et d'abord, nous, on est toujours un peu, déjà, nous, les pédopsychiatres, un peu réservés à avancer des choses, parce que les diagnostics peuvent enfermer les jeunes. Mais de manière générale, les équipes mobiles sont un peu préoccupées, comme beaucoup de psychologues, de ce que le patient doit ou pas être d'accord avec le fait de partager, etc. Donc effectivement, je suis dans un rapport avec les équipes cherchant à ce qu'ils vous écrivent davantage. Donc pour l'instant, vous allez recevoir prochainement dans les nouvelles prises en charge l'information comme quoi nous débutons les prises en charge, ce qui est quand même la moindre des choses, que vous soyez renseigné. Et du coup, si vous montrez intérêt, je les obligerai à vous concerner au fur et à mesure des prises en charge. Ça, c'est pour la question de l'équipe mobile. Pour ce qui est évidemment des PMS et autres, ça, je ne sais pas qui était visé par la question. Et de toute façon, ils peuvent quand même répondre. Oui, peut-être voir au niveau des PMS comment ça se passe dans ces cas-là si un médecin traitant demande un soutien, renvoie le jeune vers le PMS. Je ne sais pas si Madame Boileau veut y répondre. Voilà, par rapport au rapport écrit, ça peut se faire avec l'accord de la famille, avec copie à la famille. Merci. Quelqu'un pour une prochaine question ou une réaction? Peut-être moi, si je peux. Merci. Donc voilà, c'est clair qu'en tant que directrice PMS à l'heure actuelle, on constate une difficulté chez le jeune, mais je pense qu'il faut évidemment se rendre chez les jeunes, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que c'est actuellement le système qui va mal et que il y a lieu, en tout cas, de ne pas trop vite enfermer les jeunes dans une certaine pathologie. Et donc, évidemment, les jeunes décrochent, mais le système est décrochant. Et donc, je pense que c'est hyper important, en tout cas, de faire du lien. Et effectivement, ces voies d'accès vers le centre PMS, que ce soit d'un contact téléphonique d'un médecin généraliste vers un intervenant PMS, que ce soit un encouragement d'un jeune à retourner vers son centre PMS ou ce genre de choses, sont des voies évidemment très faciles, hein. On n'est pas obligé tout de suite de passer par des rapports je vais dire, qui sont très construits et qui parfois posent problème en termes de transmission effectivement d'informations. On peut aussi simplement questionner le fonctionnement du jeune à l'école et simplement parfois se rendre compte qu'en fait, à l'école, ça se passe mal pour le moment. On a une école qui organise parfois une hybridation une semaine sur deux. Et une semaine sur deux, parfois pour certains jeunes, c'est difficile.
C'est difficile d'être chez soi pendant une semaine à attendre quelque part de recevoir ses cours, à ne pas pouvoir poser de questions à son enseignant comme il le ferait d'habitude, à ne pas avoir d'aide de ses copains au moment où il a une question. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des choses qui, à l'heure actuelle, sont le reflet davantage voilà, d'une année de crise, d'un système qui ne fonctionne pas, et pas uniquement d'une pathologie chez un jeune. Et donc, je pense qu'il faut vraiment éviter une médicalisation trop rapide avant une concertation, effectivement, entre intervenants concernés par le bien-être de ce jeune. Merci. Docteur Crosset, vous voulez compléter? Je vois que vous levez la main, mais je ne sais pas. On ne vous entend pas. Votre micro est coupé. On ne vous entend toujours pas, non. Via le chat, peut-être? On peut essayer ou pas? Ça ne fonctionne toujours pas, non. Le chat, ok. En attendant, il y a une question qui est parvenue. Nous sommes souvent sollicités en tant que médecin pour couvrir avec un certificat la période de décrochage. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Est-ce que c'est utile? Bah oui, parce que si c'est pas couvert, comme on l'a vu tantôt, on arrivait facilement aux 9 demi-journées. Est-ce que Alors après ça, quelles conditions mettre? Effectivement, pour ma part, je pense que je suis enclin à mettre un certificat en échange de l'inscription du jeune dans une démarche pour un réaccrochage. Et je dirais tout ça dans un temps relativement limité, dans la mesure, plus le décrochage est long, plus c'est difficile pour un réaccrochage. Et puis, si vous en trouvez un, c'est pas plus mal éventuellement de passer la main à un pédopsychiatre, non pas pour vous retirer le pain de la bouche, mais parce que certainement, c'est peut-être pénible d'essayer de négocier les choses et que les choses stagnent. Voilà, donc utile, oui. À quelles conditions? Effectivement, ça vaut la peine d'y réfléchir. Et je pense que c'était ça l'idée de faire une prochaine rencontre en octobre-novembre pour réfléchir tout particulièrement à cette question-là. Tout à fait, je confirme qu'au départ, c'était l'idée du premier colloque et puis vu la situation sanitaire, on s'est adapté. Mais cette question sera tout à fait abordée, on espère, en octobre 2021, si la situation sanitaire s'améliore. Docteur Crosset, je ne vois pas votre réaction dans le chat. Je ne sais pas si on réessaye avec un micro ou on ne nous entend toujours pas, non? Ok. Docteur Crosset, on ne voit pas votre micro qui est barré. Donc, je pense qu'il y a un problème technique de votre côté. Oui. Si je peux encore sur la question du certificat médical, moi je voudrais dire qu'en tant qu'intervenant PMS, parfois le certificat médical pour nous c'est un écran de fumée. C'est un moment où on n'a pas accès en fait, un moment où parfois on ne voit pas vraiment ce qui se passe. À nouveau, je ne dis pas que le certificat médical n'est jamais opportun, bien sûr qu'il l'est et qu'il est parfois nécessaire pour effectivement mettre en place des choses. Mais c'est vraiment effectivement, et je rejoins le docteur Nermigno, l'occasion d'une concertation entre acteurs pour vraiment favoriser cet accrochage, pour
proposer en fait des pistes pour parfois effectivement se rendre compte qu'il y a des intervenants, il y a des possibilités. Et donc, voilà, en tout cas, en tant que médecin généraliste, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais si parfois vous vous sentez seul, sachez qu'il y a du monde en fait. Il y a du monde qui est là et qui ne demande qu'à se coordonner, évidemment, chacun en respectant son secret, mais vraiment pour le bien-être du jeune. Je vois que le docteur Lermillot, qui a donc des 3 médecins du réseau Réalisme, peut être sollicité pour le 2DK Group ou autre GLEM, il le précise. Oui, alors, et j'ai surtout pris un risque en laissant mon numéro de téléphone. Donc, ne m'asseyez pas de questions demain matin, mais donc, à l'occasion, je sais aussi dans ma mission d'être à vos côtés. Merci pour cette info qui, à mon avis, je pense que votre numéro va être noté dans les répertoires. Alors, une autre question. Doit-on contacter nous-mêmes le centre PMS de l'école de l'enfant ou est-il préférable de le conseiller à l'enfant ou aux parents de l'enfant? Au niveau du secret médical, peut-on fournir quelques infos aux intervenants PMS ou doit-on laisser parler l'enfant et juste avertir sans précision? Je ne sais pas, Marie-France ou Alison ou Marie-France? Oui, mais on peut bien sûr contacter le centre PMS, hein. Un petit coup de fil. En fait, c'est une question de triangulation. Si, en tant que médecin, vous montrez que vous contactez le centre PMS en référant un patient, je pense que le patient peut se sentir particulièrement soutenu dans une démarche qui est d'aller voir le centre PMS. C'est pas toujours facile parce que soit ils connaissent l'équipe ou pas du tout, mais ils se sentent accompagnés. Et ça, c'est important pour la famille ou le jeune de se sentir accompagné. On passe du cabinet du médecin à un autre service et on se sent choyé. Ça fait toujours du bien, je pense, auprès des familles et des enfants. Au niveau du secret médical, les membres des équipes de centre PMS sont soumis au secret professionnel. Donc, voilà, je pense qu'on peut partager, effectivement, en expliquant à la famille ce qu'on partage et pourquoi. Voilà. Je pense que c'est important de le faire conjointement avec la famille, parce que d'un côté, c'est comme on vient d'indiquer, le sentiment pour la famille d'être concerné. Et par ailleurs, ça pourrait être difficile pour un professionnel qui reçoit une information de ne pas la découvrir, pourrait-on dire, face aux personnes concernées. Et donc, si on est amené à la lire, autant que ça a été lu à la source. Et par contre, si on était amené à être interdit de parler de quelque chose qu'on reçoit, ça, c'est quelque chose de particulièrement compliqué à gérer. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire de l'info si on ne peut pas en parler? Et ensuite, on est parfois en porte-à-faux. Alors, moi, je préférerais, si on est dans des questions où on est en interrogation, de poser l'interrogation à la personne professionnelle, mais sans nécessairement alors de manière un peu préalable pour voir un petit peu s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas, mais de donner une information qui ne pourrait pas être utilisée, c'est un peu compliqué. Un tout grand merci pour cette précision. Y a-t-il d'autres réactions?
partage d'expérience. Madame Une Angeline, main levée, oui. Madame Angeline a levé la main, Stéphanie. Oui, je le vois, merci. Je vous invite à allumer le micro. Je ne vous vois pas, donc si vous vouliez, c'était une fausse manœuvre. En fait, je ne vois pas, je cherche à la caméra, mais non, je n'entends pas. En tout cas, je suppose que c'était une fausse manœuvre ou alors un problème technique. Je ne sais pas si vous avez encore une question ou si on clôture la séance de questions-réponses. Et dans tel cas, je redonne la parole aux modératrices pour clôturer ce webinaire. Je laisse la parole à Madame Debouc et alors à Madame Cattal pour la clôture. Ben voilà, donc arrive le grand moment de la clôture. Ben voilà, j'ai le plaisir donc, de clôturer cette belle soirée. Ben, je vais en profiter évidemment pour remercier l'ensemble de nos orateurs pour la qualité de leur exposé, pour la clarté aussi de leur exposé. Je remercie également tous les participants pour leur attention, leur réactivité pendant cette soirée. Ça a permis des nombreux échanges et c'est vraiment l'objectif évidemment de ce type de webinaire, c'est de, voilà, de permettre ces échanges intersectoriels et ces questions. Alors je tiens également à remercier les membres du groupe de travail Ensemble accrochons-nous. C'est une belle dynamique d'échange, de co-construction qui dure déjà depuis plusieurs mois. Et voilà, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a plusieurs webinaires qui sont en programmation pour les prochaines semaines qui arrivent. Et voilà, on l'a dit à plusieurs reprises lors de cette conférence, de ce webinaire ce soir, c'est qu'il y aura donc une conférence qui sera organisée au mois d'octobre, probablement, en présentiel, nous l'espérons très très fort, et donc évidemment sur ces thématiques, avec un focus particulier sur la mise en réseau autour du jeune en décrochage. Alors voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas évidemment à nous le communiquer, et de toute façon, d'une façon ou d'une autre, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la date de cette conférence. Et donc voilà, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très très belle soirée, et voilà, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup et belle soirée. Au revoir. Merci à vous.